ici d'Orval, et le froid qui pince et le vent qui balaie le pays. Tout près, un quadrimoteur qui dans quelques heures eh bien, va nous transporter près des palmiers et des plantations de canne à sucre, un dépaysement total, Haïti, au cœur des Antilles. Pourquoi Haïti? Eh bien, comme une petite cellule donne une idée du corps entier, Haïti va peut-être nous aider à prendre la température de cette Amérique centrale, bouillonnante, turbulente, où chaque tentative de continuité et d'ordre semble vouée à l'échec. C'est moins un album de belles images de ce paradis tropical que nous allons chercher que le témoignage de quelques hommes de là-bas qui nous aideront à comprendre ce qui s'y passe. Par exemple, quelles sont les raisons qui divisent l'Église et l'État? Est-il vrai qu'on y trouve une dictature? Quel est le rôle des États-Unis dans ce coin de l'Amérique? Est-ce que le pays est vraiment en banqueroute? Etc. Pourquoi Haïti encore? Eh bien, parce qu'on y parle français et que beaucoup de religieux et de religieuses de chez nous y sont missionnaires et que deux pays qui ont été jadis des colonies du roi de France ont peut-être des problèmes en commun et des moyens de se comprendre. Et maintenant, eh bien, en route pour Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Haïti est une république indépendante, située dans les Antilles, à environ 1500 milles de New York. Ses voisins immédiats sont la République dominicaine, dirigée par le dictateur Rafael Trujillo, et Cuba, dirigée par Fidel Castro. Deux voisins à l'idéologie politique opposée. Sur son territoire, sensiblement égal à la Gaspésie, vivent plus de 3 500 000 Haïtiens. Le principal fait qui caractérise ce petit monde remonte à 1804, alors que Haïti, au cours d'une révolution, se libéra de l'état d'esclavage que lui imposaient Français et Espagnols et conquit son indépendance. Cette révolte a pris nom de délivrance, que chantent aujourd'hui les tambours de la nuit. C'est dans la nuit du 14 août 1791 que mon pays décida la révolte. Sous l'inspiration de Boukman, un grand prêtre vaudou, un groupe d'esclaves se réunit dans une clairière du bois Caïman pour préparer un soulèvement massif. Le mot d'ordre du chef des Salines se résumait dans une seule phrase: couper tête, brûler caille. Il fallait couper les têtes et brûler les maisons. Après la cérémonie, une femme, la Mambo, étendue sur le sol de terre battue, fut secouée d'un frisson qui s'empara de tout son être. Couteau à la main, elle se lève, pivote sur elle-même et, dans un excès de frénésie, enfonce le couteau dans la gorge de la victime, un cochon noir. Après ce sacrifice, tous les esclaves présents boivent alors le sang rouge de l'animal en guise de serment au grand prêtre Boukman. 8 jours plus tard, dans la nuit du 22 août, et 12 années durant, les flammes s'élèvent des 4 coins de l'île, et des têtes, beaucoup de têtes, tombent sous les couteaux. Et depuis, mon pays ne cesse de revivre ses jours et ses nuits, où un flot d'esclaves se libérèrent de l'esclavage.
Oui, voilà, nous sommes à Port-au-Prince et notre première visite, eh bien, ça a été pour le Théâtre national d'Haïti, où nous avons vu une pantomime appelée La Délivrance, qui relate en quelque sorte une partie de l'histoire d'Haïti d'avant la Révolution. Et M. Anis Cazot va être notre guide, en quelque sorte, pendant cette visite en Haïti. Il connaît bien les mœurs de son pays. Et je voudrais que vous nous disiez, M. Cazot, qu'est-ce qu'un spectacle comme celui-là représente pour vous? Est-ce que c'est tout simplement du théâtre ou si c'est un petit peu plus émouvant que cela? C'est-à-dire, c'est du théâtre en partie, pour vous par exemple, mais pour moi, ça représente du théâtre et quelque chose. En plus? Oui, quelque chose en plus. Parce que cela représente notre délivrance à nous. La délivrance, par exemple, de mon père, de mes aïeux. Parce qu'autrefois, nous étions maltraités par les Français qui nous tenaient en esclaves ici. Et c'est par ce spectacle-là que vous venez de voir, c'est comme ça que nous avons eu notre délivrance. La Révolution, oui, c'est quelque chose qui joue encore un rôle dans la vie du Haïtien, vous y... Je pense que presque tous les Haïtiens sont comme moi, pensent presque comme moi, parce que nous avons souvent des entretiens. Qu'est-ce que c'était la Révolution? Enfin, c'était en 1804, je crois. C'était en 1804, oui. La Révolution a été faite par nos pères, par exemple Dessalines, Pétion, Christophe, tout cela. Ils se sont mis ensemble pour nous délivrer des Français qui nous maltraitaient, qui nous gardaient en esclaves. Alors, c'est par cette révolution que nous avons gagné notre liberté. Et vous savez, madame, c'est que c'est la liberté. Bien sûr, je sais bien que ça compte. On commençait à en parler à cette époque-là déjà, d'ailleurs, de la liberté. Mais est-ce que vous n'étiez pas aussi les premiers en Amérique centrale à l'apprendre, je pense, cette liberté? Ça aussi, je crois que ça compte un peu pour vous. Je crois que oui. Nous avons même aidé à Bolivar, n'est-ce pas, au Venezuela, de gagner sa liberté aussi à lui. Monsieur Manigat, en tant qu'historien, qu'est-ce qui fait pour vous l'intérêt d'un thème comme celui-là, la délivrance? Vous savez, l'intérêt d'un tel thème, à mon avis, réside dans la correspondance qui existe entre l'état d'esprit actuel des artistes, de leurs préoccupations, et l'orientation des recherches dans le domaine culturel en général. Ce thème de la délivrance, le peuple haïtien, spontanément, par un mouvement psychologique tout naturel, le cherche dans l'histoire, dans la grande délivrance que notre histoire révèle, savoir cette révolution que nous avons opérée en 1804 et qui nous a fait passer de l'état d'esclavage colonial à l'indépendance nationale. Cette histoire nous a marqué profondément. L'Haïtien est non seulement fier de son histoire en ce sens qu'il sait qu'il a l'une des plus belles du monde, mais en outre, il cherche dans l'histoire des thèmes d'inspiration. Et il se rend compte que la révolution qu'il a opérée, cette révolution a été politique, mais il faut la parfaire sur le plan de l'affranchissement économique et culturel. Et c'est ce qui explique que ceci pose un problème, le problème de l'occidentalisation en quelque sorte. Qu'est-ce que nous devons faire pour cet affranchissement économique et culturel? Est-ce que nous devons nous dépouiller en quelque sorte des valeurs d'Occident qui nous ont été imposées? N'oubliez pas que nos ancêtres n'ont connu que l'Occident colonisateur et esclavagiste. Devons-nous retourner à notre personnalité africaine ou du moins aux origines africaines de notre personnalité? Ce problème est lié, ce problème d'option est lié à une autre option, à une autre drame, savoir la modernisation. L'Occident nous présente une forme de modernisation, l'Occident est plus avancé. Ce bien-être que l'Occident représente, nous le désirons, mais dans quelle mesure devons-nous le rechercher? Ne faut-il pas préserver une certaine originalité? Et ainsi, il se trouve lié le problème de l'occidentalisation et de la modernisation. Alors, quelle serait donc la meilleure formule, justement, pour répondre à ce double besoin de délivrance? Eh bien, il me semble qu'avant d'aller interroger des spécialistes, des intellectuels, des professionnels, il vaudrait mieux aller voir la réalité, voir le peuple, comment il vit, et surtout, vous vous rendrez compte des problèmes qu'il faut résoudre pour qu'on arrive à donner à ce peuple ce bien-être tel que l'Occident l'entend. Remarquez que ce bien-être existe en Haïti, mais il est l'apanage d'un petit groupe, d'une minorité de privilégiés, de nantis. Il faudrait l'élargir et tel est le problème. Dès que le soleil colore l'horizon, l'aboiement des chiens, les cris des autos donnent le signal. Port-au-Prince s'éveille, couronné de flamboyants et de bougainvilliers. Il faut se lever tôt pour profiter de la fraîcheur. Ce jour-là, délaissons les villas entourées de palmiers, bien fermés sur leurs secrets de famille,
Je m'en vais me promener non loin du port, au Bel Air, le quartier miséreux de la capitale. Un amas de cabanes, grouillant d'enfants, borde des ruelles boueuses, car l'égout en surface profite du caniveau. Ici s'entasse la population ouvrière de Port-au-Prince. Dans ce pays quasiment sans usines ni manufactures, presque toute la main-d'œuvre vient des campagnes, de l'arrière-pays, plaine ou montagne. Ils se sentaient à l'étroit, sans doute, sur le lopin de terre familial. La ville leur a semblé une source de bien-être. À la Saline, en bordure du port, c'est encore pire. C'est dans la rue, entre la mer et le marché, que cette foule vit, littéralement, car les logis sont exigus. 10 ou 15 personnes dans la même pièce, alors qu'il fait 95 degrés au milieu du jour, et pas un arbre. Et l'eau de la lessive ou de la cuisine qu'il faut aller chercher à la pompe, dans un bidon de fer que les femmes portent sur la tête. Tant de bras à ne rien faire, tant d'estomacs à moitié vides. Et ce fléau des pays sous-développés, une surpopulation dont on ne sait que faire. Pour changer d'air, je vais au marché Vallière, le marché principal de Port-au-Prince. J'y trouve tout ce que produit la bonne terre d'Haïti, baignée de soleil et de pluie. On caquette au marché et pour vendre, on n'a pas la langue dans sa poche. Alors, ce sont surtout des femmes qui vendent ici au marché. Oui, oui. Il n'y a pas d'hommes, hein? Non, non. Pourquoi? Parce que les hommes travaillent la terre et c'est une coutume. Les femmes vendent ce qu'ils produisent. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elles produisent surtout? Oh, dans la montagne, ils produisent des légumes Oui. comme les carottes, le navet, le chou, les tomates. Comme chez nous, quoi. Ouais, et bien, dans la vallée, n'est-ce pas, ils font... C'est le riz qu'ils produisent. Surtout le riz, du riz oui, et des haricots, des patates aussi, le maïs. Et dans votre menu, dans votre régime, qu'est-ce que vous mangez surtout? Eh bien, c'est le riz, Oui. le maïs moulu, les haricots et de la viande. Et la viande de tous les jours, tous les repas? Oh, oui. Dans tous les repas, oui, un peu de viande, surtout dans la semaine. Mais les dimanches, par exemple, et les jours de fête, c'est beaucoup plus grandiose. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on mange, par exemple, on peut manger une dinde, Oui. le poulet. Ah, les volailles, c'est pour le Ouais, dimanche. c'est pour le Mais dimanche. ces femmes qui viennent ici, qu'est-ce qu'elles peuvent gagner à peu près dans leur journée? Oh, dans leur journée, elles peuvent gagner, ça dépend, de 1 jusqu'à 6, 7, 8 $. Ah bon?
Alors elles vendent tous leurs paniers qu'elles ont sur la tête et Oui. ça leur rapporte... Parce que ceux qui viennent de la montagne apportent moins de choses que ceux de la vallée. Ah, Parce que pourquoi? ceux qui viennent de la montagne portent leur panier sur la tête. Oui. Ils peuvent porter dans les 50 livres, 60 livres sur la tête, c'est vrai, Oui. mais ce n'est pas suffisant. Et tandis que dans la vallée, ils ont un âne qu'on appelle bourrique ici. Oui. C'est pas pour transporter ce qu'ils produisent. Alors ils apportent ça à Un peu plus. un peu plus. Ah, je comprends. Alors ce sont les femmes de la vallée qui sont les plus riches. Oui, Est-ce c'est que sont exact. aussi- est-ce qu'ils sont heureux, ces femmes-là qui viennent au marché? Oh, en général, tous les campagnards sont heureux. Même s'ils sont un peu pauvres, mais ils sont heureux quand même avec ce qu'ils gagnent. Parce qu'ils n'ont pas d'ennui. Parce qu'ils ne payent même pas de taxes dans la montagne. Disons-le bien bas entre nous, notre guide a une tendance, naturelle d'ailleurs dans ce pays de soleil, à parer la réalité. 7 ou 8 dollars par jour, ce serait étonnant, alors qu'une livre de riz vaut quelques sous et les fruits, une somme encore plus minime. Mais il nous faut rencontrer des Haïtiens et parler avec eux. Toutes ces familles qui vivent et grouillent ici au soleil dans des conditions de vie étonnantes, à 700 000 seulement de Miami, il nous faut savoir comment ils se débrouillent, comment ils subsistent et s'ils sont heureux. Du moins, d'une certaine manière. Alors Anis, nous sommes ici avec vos amis qui jouent au domino. Oui, je vous les présente tous. Voilà, M. Léon, et Edner, François et Jacques. Bonjour Mes messieurs, amis. vous jouez au domino? Vous aimez jouer au domino, je crois. Tous, n'est-ce pas? Est-ce que vous travaillez, vous? Non, non. Et vous, monsieur? Non, non. Mais vous avez un métier? Quel métier? Maçon. Vous êtes maçon. Ouais. Et vous? Je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas non plus? Et votre métier? Quand vous travaillez? Électricien. Électricien. Alors, comment vivez-vous actuellement? Par exemple, vous, comment pouvez-vous vivre? Comme je viens de me faire. Il dit que quand il vient de me faire, cela veut dire quand il trouve quelque chose, il le fait. Ah bon? Et vous, par exemple, comment vous débrouillez-vous pour vivre? Et quand je trouvais quelque chose, je me débrouille quand même. Par exemple, ça vous coûte combien pour vivre, pour manger? $1,50, moi seul, là, par jour. Vous vivez seul ou avec des parents? Non, moi seul, $1,50. $1,50 par jour. Et comment vous trouvez cet argent-là? Proposez-moi, justement. Il vous dit, Vous empruntez à des amis? Non, non. Quand J'ai il- des amis, mais ce n'est pas ici. Oui. Dans le province. Et vous, monsieur, vous travaillez, vous? Oui, Alors, vous gagnez votre vie. Qu'est-ce que vous gagnez par jour? $2 par jour. Vous avez des enfants? 2. 2 enfants. Et vous pouvez manger, payer le loyer avec $2 par jour? Je ne pas joindre, ça veut dégager. il veut vous dire qu'il se dégage autrement Oui. pour avoir un peu plus, pour payer ses loyers et nourrir ses enfants. Je ne veux pas rester. Alors, vous travaillez, qu'est-ce que vous faites pour vous débrouiller? Maçon. Maçon. Bien. Est-ce que vos enfants vont à l'école? Pas encore. Est-ce que vous avez l'intention de les faire instruire? Mais oui. Ils vont être maçons comme vous, vos enfants? Non. Qu'est-ce qu'ils vont Les faire? autres métiers. Il y a d'autres métiers? Lesquels? Docteur. Docteur? Docteur, avocat, quelconque. Ingénieur. Ingénieur. Mais ça coûte beaucoup d'argent pour faire instruire les enfants. Je travaille pour ça. Vous allez travailler pour ça. Oui, oui. Mais est-ce que vous pensez être capable de trouver du travail? Oui. Bon. Alors, et vous, monsieur? Vous n'êtes pas marié? Non, non, un célibataire. Et la dernière fois que vous avez travaillé, c'est quand? Quand vous avez travaillé la dernière fois? C'est-à-dire que. Appelez. Ça Appelez. a passé à 2 ans. Il y a 2 ans? Mais justement. Alors que tous vos amis dans les environs, beaucoup travaillent un peu et pas beaucoup. La moitié. La moitié. Bon, alors merci et continuez la partie de domino. Bonne chance. Les rues commerciales de Port-au-Prince, avec des arcades qui abritent du soleil. Dans ce port franc, on y vend pas cher des caméras allemandes ou des parfums français. Quant aux produits haïtiens, vanneries, bois sculptés, ils ne doivent pas peser lourd dans les recettes du pays.
Alors à Nice, nous sommes toujours dans la grande rue de Port-au-Prince. Oui, mademoiselle. Il y en a du monde. Ah oui, c'est comme ça parce qu'il y a les magasins et puis ils vont au marché qui n'est pas. Il y a l'air d'avoir beaucoup de gens qui font rien, c'est normal. Oui, ceux qui ne travaillent pas, quelquefois, ils viennent juste. Tiens, on va demander avec ce garçon-là. Bonjour. Bonjour, madame. On peut vous déranger? Vous faites, vous vous reposez? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous travaillez quand même? Oui, je travaille un petit peu. Dans quoi? Je fais électricité. Dans l'électricité? Oui. Dites-moi, nous on arrive en Haïti, on voudrait savoir ce que pensent les Haïtiens. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis heureux. Vous Nous êtes sommes heureux? très heureux. En Haïti? Oui. Parce qu'il fait beau? Parce qu'il y a du soleil? Il fait beau, il fait beau. Nous sommes habitués. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez une ambition? Est-ce que vous rêvez à autre chose? Oui, j'ai rêvé à autre chose. N'est-ce pas? À Mon quoi? ambition, c'est de partir pour l'étranger. Oui? Oui. Mais pourquoi faire? Et alors, je vais me faire aviateur. Oui? C'est pourquoi vous voulez partir à l'étranger? Parce que ici, c'est pas exactement ce que vous voulez? Ce n'est pas exactement ce que je fais. Pourquoi? Vous voulez gagner beaucoup d'argent? Oui, je voudrais gagner beaucoup d'argent. Est-ce que les jeunes pensent comme vous? Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Pourtant, vous avez une petite île qui est comme un paradis. Mais vous n'êtes pas heureux ici. Oui, je suis heureux un petit peu. Mais vous voulez autre chose. Oui, je voudrais autre chose. Mais vous ne savez pas exactement quoi. C'est le cinéma qui vous apporte ces idées-là? Oui, c'est bien ça. C'est ça? C'est le cinéma. Alors, vous prenez l'avion et vous vous en allez en Amérique. Oui. Faire fortune. Ben, espérons que ça va réussir. Vous allez peut-être regretter Haïti, par exemple. J'espère. Au revoir, bonne chance. Bye bye. Merci. Alors nous, on continue notre chemin à travers les rues. C'est ça. Alors, à Nice, les gens sont heureux en Haïti? Oui, c'est Hein? comme ça, ils sont toujours heureux. Oui. Oui. Avec les peu qu'ils gagnent, mais Oui. il fait quand même, par exemple. Oh, parce qu'il y a un ami, laisse-moi vous le présenter. Comment ça va? On ne s'est pas vu longtemps, hein? Je vous présente mademoiselle Judith, qui va vous poser quelques questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, monsieur, on peut vous demander ce que vous faites? Coiffeur. Coiffeur. Oui. Bon. Et est-ce que vous gagnez assez votre vie? Qu'est-ce que vous gagnez par mois? Minimum $60 par mois, $2 par jour. À peu près. À peu près. Enfin, des jours qu'on gagne plus, des jours qu'on gagne moins. Oui. Alors, tous vos comptes faits, là, ça fait une soixantaine de dollars. Oui. 60 dollars par mois, évidemment, au Canada, pas mal, oui. c'est pas beaucoup. Mais ici, en Haïti, est-ce qu'on vit avec 60 dollars par mois? Oui, on peut vivre. On peut vivre? Ça veut dire quoi, ça? Juste manger? Juste manger. Alors, c'est-à-dire, il faut dire, durant la saison, comme coiffeur, puisque vous travaillez, Oui, ça, on gagne plus, oui. vous gagnez plus. Oui. Par exemple, décembre, janvier, février. Comment c'est différent? Durant la saison touristique, vous pouvez faire environ, on allait C'est-à-dire en mode 5, saison, 6, 7, 8 dollars par jour. Non, mais ça, en mode saison, $2 par jour. Au mois de saison, quand il n'y a rien comme maintenant, alors vous faites 2 dollars par jour. Ah bon, parce qu'il y a deux saisons pour les coiffeurs. Il y a la bonne saison, Oui, les gens se la font couper saison les cheveux. touriste, oui. Ah, les touristes. Ah, vous êtes coiffeur pour les touristes, Oui, bien oui, sûr. dans l'hôtel, oui. Et dans les saisons mortes, là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quand vous Peut-être au courant d'année, mais au maximum $60. Combien on fait? Au minimum $2 par jour. Ouais. Alors il met au minimum pendant l'année 2 dollars par jour. Avec ce qu'il gagne, Oui, en faisant la balance, ça lui fait un 2 ou 3 dollars par jour. ça c'est une moyenne. Bon. C'est la moyenne. Alors, non, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pendant la saison morte, vous n'avez pas votre moyenne. À ce moment-là, comment vous vous débrouillez pour vivre? Vous empruntez, vous allez chez les amis? Oui. On se débrouille comme ça, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire se débrouiller en Haïti? Non, mais il vous a dit que c'est pendant que la saison n'est pas bonne qu'il fait 2 dollars par jour. Ah oui. Lorsque la saison est bonne, il peut faire 5, 6, 7, 8 dollars par jour. Oui, 10, $15. Alors vous êtes heureux? Vous n'espérez pas Ça plus? marche un peu mieux, oui. Non, mais est-ce que vous êtes heureux? Ça va, oui? Vous êtes content avec ça? Est-ce que vous sentez heureux avec ça? Est-ce que vous vivez au moins? Non, oui, naturellement. Oui. Oui. Vous avez aimé plus? Mieux que ça, oui. Ouais. Il dit qu'il est content, mais il aimerait avoir un peu mieux. Et voilà, mon pays vient de vous révéler un trait de sa physionomie, la misère. Cependant, tout aux côtés de cette misère surgissent çà et là ces grandes dames de la nature, les palmiers. Le palmier d'Haïti est typiquement haïtien, fier, majestueux et gai. Monsieur Cazot, nous avons rencontré, grâce à vous d'ailleurs,
plusieurs Haïtiens dont la vie est assez dure, quelques-uns étaient chômeurs, etc. Mais quel est le caractère du Haïtien devant tant de difficultés? Eh bien, ces Haïtiens que vous voyez, Oui. même il y en a qui travaillent, par exemple, peut-être 4 mois sur l'année, mais avec la musique qu'il aime, le tambour, etc., la guitare, les choses comme ça, il aime à bambocher. Vous savez ce qu'a fait du bambocher? Oui, oui, on comprend bien ça, on connaît ça au Canada aussi. Vous dire que vous êtes gay. Comment? Vous êtes gay dans l'ensemble. Ah oui. Dans l'ensemble, on est toujours gay ici. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais on est toujours gay. Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu insouciant du lendemain, vous? On est bien, c'est-à-dire le pays est comme ça, les hommes sont nés comme ça. Ils sont comme ça, ils sont toujours dans la voie. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont libres, ils se sentent réellement libres. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais on se sent avec une gourde de dégoût en poche. On peut prendre un petit clairin, n'est-ce pas? Alors là, on est... Le petit clairin, ça joue un grand rôle dans votre vie, ça? Ah oui, le petit clairin, ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce que c'est, ça, le clairin? Eh bien, c'est fait avec la canne à sucre. C'est un rhum comme le gin, par exemple. C'est tout blanc. Ah, c'est un petit rhum... Ouais, un petit rhum. Petit rhum populaire. On peut avoir ça pour 1 centime, un petit verre. Avec donc un petit verre de clairin à 1 centime, et puis aussi de la musique, je crois. Et de la musique, n'est-ce pas? Alors, vous voyez ça, avec 10 centimes, on peut avoir 10 coups. 10 coups, et puis en dansant, alors là... Oui, je comprends que ça fait oublier bien des choses, tout ça. Mais quand vous parlez de musique, est-ce que vous parlez de ces disques populaires qu'on entend un peu partout en Amérique, ou si vous en tenez à de la musique originale? Nous avons notre musique créole qu'on appelle le merengue. La merengue, ça c'est une danse. Si, c'est fait en Haïti, c'est d'ici qu'on a composé ça, qu'on a fait ça. Oui. Oui. Est-ce que la merengue, ça vient du vaudou, de la musique vaudou? Et en partie, oui. En partie. Est-ce que ça compte encore beaucoup, le vaudou, dans la vie d'un Haïtien? Eh bien, maintenant, ça est presque éliminé. Il y a à peu près 2% qui pratiquent le vaudou maintenant. Mais vous, par exemple, vous avez assisté déjà à des cérémonies vaudou? Oh, beaucoup. Parce que lorsque j'avais 10 ans, il y avait beaucoup de vaudou dans le pays. J'en ai vu beaucoup, j'en ai assisté beaucoup. Et même, je sais que beaucoup de Haïtiens sont catholiques, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous, par exemple, vous êtes catholique? Oh, oui, je suis catholique, oui. Mais est-ce que ça empêche un catholique d'assister à une cérémonie vaudou, le fait qu'il soit catholique? Eh bien, d'après l'Église, on ne doit pas. Oui. On ne doit pas le faire. Mais il y a des gens qui le font, qui pratiquent le vaudou et vont à l'Église catholique en même temps. En général, presque tous les vaudouistes qui sont ici, ils pratiquent le vaudou et puis il va aller à la messe, oui. Et en somme, il est sûr avec 2 églises, il est plus sûr qu'avec une. C'est une façon peut-être de voir la chose. Voilà, c'est depuis l'arrivée des Français ici. Ils étaient esclaves et on ne permettait pas de pratiquer le vaudou. Alors ils ont pris les photos de la Vierge Marie, comme ça, de ces statues, ils ont mis ça chez eux, pour faire comprendre aux Français qu'ils pratiquaient la religion catholique. Oui. Mais quand il leur fallait faire une cérémonie, c'est comme ça qu'ils le faisaient. Ah bon. Alors ça reste de père en fils. Leurs enfants croient qu'ils doivent servir l'Église catholique et aussi le vaudou. Ah, je comprends. Vous comprenez? Dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de Monseigneur, vous connaissez Monseigneur Poirier? Oh, très bien. Et vous savez qu'il y a eu des ennuis entre l'État et la hiérarchie. Hein? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, tout ce que je peux vous dire, le peuple, maintenant, pas avant, est d'accord avec le gouvernement, n'est-ce pas, et tout. Parce que Monseigneur Poirier fait partie de la bourgeoisie depuis 1804, qui est ici, les pères bretons qui sont ici. Les pères bretons? Les pères bretons, les Français. Ce sont les prêtres français? Oui, les clergés français. C'est que le clergé fait partie de la bourgeoisie qui est à seulement, je peux dire, à 2%. Et il laisse l'arrière-pays dans l'ignorance. Et avec les gouvernements comme celui que nous avons maintenant, et le gouvernement estimé qui était avant, aussi, par exemple, le président Duvalier, lui, a fait construire des écoles, près de 50 écoles dès son arrivée maintenant. Alors le peuple, voyant que le président Duvalier veut les éclairer... Il est derrière lui. Mais est-ce que ça veut dire que vous préférez, vous, un clergé haïtien? Est-ce que c'est ça votre problème? Eh bien voilà, nous ne désirons pas un clergé haïtien, un clergé français. Nous désirons plutôt maintenant un clergé haïtien, puisque les Français ne font absolument rien. Ils ne font qu'aider la bourgeoisie et laissent le peuple dans l'arrière-pays dans l'ignorance. Alors en fait, c'est parce que... Vous pouvez le constater, parce que vous pouvez le voir, parce que vous êtes ici en Haïti, vous pouvez voir ça. Alors en somme, la conclusion de tout ça, c'est que vous voudriez un clergé haïtien.
un clergé haïtien ou peut-être une autre nation, je ne sais pas si ce sera le Canada ou bien l'Américain, mais pour les Français, ils nous ont trop bluffés. Est-ce que les Haïtiens sont religieux? Malgré Anis et sa façon carrée de dire les choses, les Haïtiens s'expriment librement, sans complexe. Qu'en est-il au juste? Le 2 novembre, jour des morts, les cimetières étaient pleins de fidèles qui venaient prier sur la tombe de leurs défunts. Ici, on prie avec une mimique éloquente. À travers l'ardeur de certains chrétiens, on retrouve malgré soi la frénésie des danseurs vaudous, l'ancienne religion africaine conservée dans l'arrière-pays et qui semble si près de l'âme du peuple. À ces chrétiens fervents, il est resté souvent des gestes, des superstitions vaudou. On ne change pas en 2 ou 3 générations ce qui existait depuis des siècles. Et il faudra beaucoup de patience, de compréhension aux missionnaires. D'ailleurs, il faudrait savoir comment les traditions africaines ont persisté ou se sont mêlées aux coutumes occidentales Monsieur dans la vie Douillon, courante. En tant que psychologue ayant étudié au Canada, est-ce que vous voulez nous parler un peu de la famille haïtienne, de sa composition, mais également de ses façons, si vous voulez, de subsister, de vivre? Et je crois d'abord, il faut que je précise que le concept de la famille haïtienne n'est pas le même que celui de la famille canadienne, la famille américaine, par exemple. Et à la campagne, souvent, il y a le père, la mère, les enfants. Et ça constitue une unité familiale. Mais souvent, ces gens le père et la mère ne sont pas mariés entre eux. Et seulement, ils sont placés, comme on dit. Et cet état de plaçage correspond exactement à l'état de mariage, sauf que ce n'est pas légal. Mais il y a autant de cohésion, autant d'unité dans les familles placées que dans les familles mariées. Est-ce que ces gens sont catholiques également? Et ils sont catholiques. Et ce qui arrive souvent, c'est que l'évêque profite de cette tournée et une fois par année pour bénir les mariages de ces gens. Et alors, comme ça, ils passent d'un état illégal à un état légal. Est-ce que ça cause des problèmes aux enfants, les enfants de ces familles placées? Non, je ne crois pas. Ici, vous savez, l'enfant illégitime est accepté. Ce n'est pas un enfant exceptionnel comme au Canada, par exemple. Et il est intégré dans la famille et ça ne pose pas de problème particulier. Par exemple, dans ma paroisse, on a calculé qu'il y a à peu près 13% seulement de familles légitimes. Tout le reste est constitué par des familles illégitimes. Et jamais on a constaté de désordre à cause de ce travail. Et maintenant, sur le plan économique, comment cette famille moyenne haïtienne à la campagne se tire-t-elle d'affaires? Nous avons pu voir qu'elle n'a pas l'air très riche d'après nos concepts à nous de la richesse. Je vois. Et je dois vous dire que souvent, l'homme est placé avec une femme, a des enfants avec, alors il appelle cette femme maman petite moins en créole, mais souvent aussi il a d'autres petites femmes aux alentours ou ailleurs. Et souvent il donne un petit commerce à chacune de ces femmes. Et de telle sorte que chacune de ces femmes représente un apport économique à la famille. Et souvent c'est ce qui permet à la famille de subsister. C'est une façon de vivre, évidemment, qui serait peut-être difficile à envisager dans nos pays. Elle est évidemment archaïque. Mais est-ce qu'elle a créé en Haïti une sorte d'équilibre familial et économique? Est-ce que ça a été déjà une formule de bonheur? Et oui, les gens parviennent à survivre, un peu comme ça. Mais il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui vit dans cet état-là, et surtout à la campagne. Oui. Il y a, par exemple, d'autres sources de revenus pour la famille paysanne. C'est, par exemple, le fait qu'ici,
nous avons ce qu'on appelle le complexe du voisin, en ce sens que la famille à la campagne, ça comprend le père, la mère, les enfants, plus les voisins. Et souvent, les voisins viennent en aide à la famille, de telle sorte que la famille ne se sent pas seule devant les mauvais coups, mais il y a toujours les voisins qui peuvent lui venir en aide. Et aussi, je crois que sur le plan travail, vous avez une formule assez originale, le Combit, oui, oui, qui est une coopérative de travail. Une coopérative de travail. Vous savez que souvent la famille haïtienne n'a pas assez de moyens pour se payer une main-d'œuvre. Alors, ce qu'elle fait, elle fait appel aux voisins. Et les voisins viennent donner un coup de main un beau jour, et avec la garantie qu'il y aura une réciprocité quand les voisins, à leur tour, auront besoin de l'aide de cette famille. Alors, cette formule haïtienne, en somme, familiale et sur le plan travail à la campagne, qu'est-ce qu'elle devient devant l'apport de nouvelles formules occidentales de vie? Est-ce qu'elle se désagrège ou est-ce qu'elle peut résister? Non. Jusqu'à présent, la famille haïtienne est très bien intégrée. Et souvent, avec ses moyens, ces ressources dont je viens de vous parler, et on a l'impression qu'il y a un certain état d'euphorie dans la famille. Mais depuis 1946, ce qui est arrivé, c'est que on a créé chez ces gens-là une conscience de leur misère. Et de plus en plus, avec l'arrivée de nombreux touristes, avec les nombreux étrangers qui arrivent ici, ils ont des termes de comparaison, ils ont des schèmes de référence. Ils s'aperçoivent maintenant qu'ils ont des besoins qu'ils ignoraient avant. Alors ils prennent de plus en plus conscience de ces besoins, bien qu'ils n'aient pas les moyens de les satisfaire. Ce qui crée probablement en eux un état de tension génératrice de conflits et peut-être de névrose. Merci beaucoup, M. Douillon. Puis je suis retournée voir M. Maniga, l'historien que nous avions rencontré au théâtre de Verdure. Monsieur Maniga, nous avons suivi votre conseil. Nous nous sommes promenés dans Port-au-Prince et dans les environs. Nous avons essayé de rencontrer le plus de Haïtiens possible. Nous avons été au marché, dans la rue, nous avons vu des chômeurs. Nous avons vu qu'effectivement, il y a beaucoup de misère en Haïti. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous dire ce qui caractérise cette misère et en somme nous en faire l'analyse? Bien, si vous le voulez, partons des deux conditions de base de la situation haïtienne actuelle, à mon sens, à savoir qu'il y a d'une part une utilisation insuffisante des ressources connues, tant naturelles qu'humaines, ensuite, par exemple, de méthodes inefficientes de production, de l'archaïsme, du manque de dynamisme de l'organisation sociale. Et que, conséquemment, d'autre part, il y a un niveau de vie très bas lié à des problèmes de pauvreté massive que vous avez certainement constaté. Oui. Voilà, grossièrement présenté, ce qui me semble être une première approche valable du sous-développement haïtien. Ce qui rend le problème socialement plus aigu, c'est qu'en même temps, on trouve chez nous un petit monde restreint en nombre, et qui vit en général dans les villes, à Port-au-Prince particulièrement, et qui bénéficie des conditions les plus confortables des sociétés dites industrielles. Il y a ainsi une juxtaposition de populations d'âge économique et culturel différents. L'archaïsme et le moderne se côtoient, symbolisés par exemple en économie agricole par l'usage de la roue à côté de celui du gros tracteur international dernier cri. Ces deux mondes ne sont pas contemporains. Oui. Alors est-ce que ça veut dire que cette question sociale, vous la posez en tant que formule riche-pauvre? Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il y a, au fond, non seulement un problème de relation entre riches et pauvres, mais un problème de coexistence de deux mondes différents. Je pense toucher par là le fond même de la question sociale haïtienne. Et est-ce que l'intellectuel haïtien prend conscience actuellement de ces problèmes-là? De plus en plus certainement, surtout depuis ce mouvement que nous appelons la Révolution de 46, qui a amené un certain nombre d'idées sociales, disons, oui, à l'ordre du jour. Est-ce que vous entrevoyez des solutions à ces problèmes? Entrevoir des solutions, il me semble que c'est même une nécessité pour nous, Haïtiens. Évidemment, nous ne pouvons pas dire que nous avons trouvé des solutions, mais nous sommes à la recherche de formules. Nous sommes à la recherche de formules marquées surtout au coin de l'efficacité. En tout cas, il est évident que des succès limités ont été obtenus dans certains domaines. Par exemple, la lutte contre le pian a donné des résultats absolument remarquables.
On a réussi à réduire le taux du bilan à moins de 1%. Et ceci est évidemment magnifique. La lutte contre la malaria a été entamée avec probablement les mêmes chances de succès. En tout cas, on veut suivre l'exemple de Ceylan où la malaria a été éliminée et ceci a permis d'allonger la moyenne de vie de 9 années, ce qui est vraiment remarquable. Récemment, on a lancé une campagne de désalphabétisation dont l'objectif est d'arriver à l'élimination de l'ignorance. Il y a donc au moins sur ce point une prise de conscience et une volonté systématique d'intervention. Mais à mon sens, une action pour être totalement valable devrait porter sur les facteurs déterminants du sous-développement. Et ces facteurs déterminants du sous-développement sont avant tout économiques. Et je pense donc qu'un économiste est mieux placé que moi pour en parler. Arriverons-nous à nous libérer par nos propres moyens et à rattraper notre retard? Dans ces conditions, il nous faut une politique économique pensée, orientée, rechercher les moyens adéquats, les moyens appropriés, comme par exemple les investissements exigeant de faibles doses de capital. Ou au contraire, ne pouvons-nous pas, devons-nous compter sur l'aide étrangère, qui dans ce cas deviendra une affaire de nécessité, une question de vie ou de mort? Je préfère laisser la parole à un économiste sur des questions de ce genre. Ce que je pourrais dire au point de vue social, c'est que le problème pour nous est de déterminer le rôle des classes dans ce problème pour arriver à rattraper notre retard. Évidemment, les classes moyennes, de par leur position, auraient comme une vocation pour essayer d'arriver à résoudre ces problèmes, mais je doute qu'elles puissent à elles seules provoquer la puissance d'ébranlement qu'il faudrait. L'élément fondamental me semble bien être la paysannerie, c'est l'élément pivot, l'élément clé. Si bien que mon opinion personnelle est que sans arriver à une exaltation messianique du rôle de la paysannerie en Haïti, incontestablement c'est elle qu'il faudra essayer de mettre en branle. Suivant le conseil de M. Maniga, je vais consulter maintenant un économiste, M. Jo Châtelain, directeur de la section des statistiques à la Banque nationale d'Haïti. Haïti est un pays paysan, n'est-ce pas, dans sa majorité. Et la richesse d'un pays, c'est ce qu'il produit. Alors, quel est actuellement le volume de la production annuelle d'Haïti? Sinon son volume, du moins sa valeur. Selon les derniers travaux de nos statisticiens, il faudrait chiffrer aux environs de 250 millions de dollars la valeur globale de notre production, c'est-à-dire la valeur de toutes les marchandises créées, de tous les biens, services produits pendant une année par l'ensemble de notre population. J'ai l'impression que ce chiffre-là est celui de quelques grandes maisons en Amérique du Nord, par exemple. Vous avez absolument raison. Si vous ramenez le chiffre à une moyenne mensuelle, vous vous rendrez compte que ceci correspond au chiffre d'affaires d'une entreprise qui vendrait pour 20 millions de dollars par mois. Oui, c'est donc assez petit. Et je suis d'accord, je conviens avec vous que ce sont des résultats de nature à donner le vertige, surtout lorsque l'on pense dans le sens progrès du niveau de vie, bien-être, élévation du standard de vie de notre population, pour l'aligner à ce que l'on obtient ailleurs, dans des pays comme le vôtre ou aux États-Unis. C'est un accroissement de l'ordre de 20 fois ou 25 fois qu'il faudrait obtenir de la valeur de notre production. Et pour nous, économistes, nous voyons en substance notre problème de la misère de cette façon. Le drame, c'est qu'un si grand nombre de gens, travaillant beaucoup, produisent si peu parce qu'ils travaillent si mal, de manière si peu productive, si peu efficace. Ils travaillent de manière archaïque souvent. Est-ce qu'il y a donc moyen d'élever la production d'Haïti? Certainement, il y a des moyens de modifier les rendements de cette production agricole paysanne et des essais ont été faits pendant les années récentes qui nous indiquent par exemple que l'on peut augmenter, faire passer de 1 à 4 le volume de la production de café, faire passer de 1 à 30 la production de cacao obtenue sur un hectare. Nous avons vu des producteurs de légumes produisant un revenu passant de 40 $ d'une année à 600 $ au bout de 3 ans. Ce qui se fait, je crois, actuellement par l'instruction du paysan, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous avons eu quelques expériences très prometteuses d'éducation pratique du paysan, tendant à lui communiquer des nouvelles méthodes, peu coûteuses mais plus productives. Cette éducation, elle est en général aussi du type communautaire. C'est par la coopérative que l'on essaye de généraliser, d'atteindre le plus grand nombre de ces producteurs. Et
Les résultats ont été, je dois le dire, absolument impressionnants. La coopérative, suivant les propres termes d'un de nos paysans coopérateurs, agirait comme une sorte de centrale électrique qui, placée à un endroit donné, envoie de la lumière très loin. Et c'était sa façon, imagée à ce paysan, d'expliquer que ce processus de dissémination des connaissances nouvelles se réalisait d'une manière presque imperceptible. Les nouvelles façons de tuer les chenilles se communiquent immédiatement et leur permettent de conserver la plus grande partie de leur récolte de légumes. Et nous avons l'espoir qu'avec ces formules coopératives, il y a là des moyens d'atteindre à la longue un très grand nombre, sinon la plus grande partie, de notre population paysanne. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour que ces coopératives donnent un plein résultat, qu'il y ait des techniciens prêts? Évidemment, nous voyons d'ores et déjà, nous voyons dès maintenant le genre d'agencement administratif nouveau qu'il faudrait réaliser, les équipes de techniciens qu'il faudrait pouvoir associer. Nous savons certainement que sur le plan de la constitution d'une administration du développement économique, il y a énormément à faire. Beaucoup de travail encore à abattre. Mais nous ne perdons pas espoir quand même, parce que nous croyons qu'il y a énormément de raisons, énormément de changements qui ont apparu dans la période récente, qui permettent d'augurer que tout ceci pourra se faire. Est-ce que cet espoir que vous entrevoyez provient d'un fait psychologique, d'une évolution dans la mentalité du Haïtien? Exactement. Vous avez touché exactement du doigt le type de problème auquel je pensais me référer. Il y a tout d'abord, dans la population elle-même, un nombre de plus en plus grand d'individus qui sont impatients de la misère, qui refusent la misère, qui de toute façon ne l'acceptent plus comme une calamité, comme un fléau naturel, et qui sont convaincus que quelque chose est possible, que la misère peut être combattue. Il y a en second lieu, dans la jeunesse intellectuelle, fascinée et intéressée, hypnotisée par ce même genre de problème, une énorme curiosité, cette fois relative aux moyens pratiques de sortir, de triompher de cette misère. Et presque tous réalisent que c'est à travers le développement de la production que cela doit se réaliser. Je les vois maintenant de plus en plus s'intéresser à ce genre de problème d'organisation économique, non pas comme il y a une quinzaine d'années, les intellectuels le faisaient, en vue de satisfaire leur curiosité, la compréhension du monde, de la vie sociale, mais en vue de l'action maintenant. Ce groupe d'étudiants de l'École normale supérieure et de l'École des hautes études internationales de Port-au-Prince représente en quelque sorte les cadres, l'élite de demain. Et il est intéressant de savoir ce qu'ils pensent des problèmes de Haïti. Vous, Monsieur Joachim, quelle est votre attitude en tant qu'étudiant vis-à-vis les problèmes de Haïti? L'attitude des étudiants haïtiens devant le problème haïtien peut se caractériser par la conscience d'une double responsabilité. Une responsabilité d'abord devant le présent, une responsabilité également devant l'avenir. Devant le présent, l'étudiant d'abord considère qu'il est un peu insatisfait de ce qui se fait, de l'action des aînés. Il voudrait apporter un changement à ce qui se fait, à l'action des aînés. Cependant, il croit qu'auparavant, il lui faudrait se préparer à remplir son rôle, parce qu'il ne voudrait pas, lui aussi, il ne voudrait pas arriver et déboucher sur une faillite, je dirais. Est-ce que ça vous inquiète, cet avenir dont vous vous sentez responsable? En fait, le problème, d'après nous, est un problème de préparation. L'essentiel pour nous, c'est de nous préparer à remplir ce rôle. Et comme c'est notre tâche actuelle, nous ne voyons pas l'avenir de Néam Rose. Bon. Et vous, mademoiselle, quels seraient à votre avis les meilleurs moyens à prendre justement pour résoudre ces problèmes qui concernent Haïti? Les meilleurs moyens sont une instruction adéquate en face de ces problèmes. C'est-à-dire une instruction qui nous propose des moyens pratiques, efficaces pour les problèmes haïtiens. Donc nous devons cesser d'étudier d'une façon théorique ce qui se fait dans tous les pays en général, mais voir ce que chaque pays peut apporter à notre pays sous-développé, comment nous pouvons adapter ce qui se fait ailleurs, les moyens pratiques, modernes, aux problèmes haïtiens. Bien. Et vous, je vais vous demander à vous deux peut-être, pour avoir une double opinion, un garçon et une fille, est-ce que vous établissez une certaine hiérarchie des problèmes, vous, mademoiselle? S'il y avait une hiérarchie à établir, quels seraient ceux que vous placeriez au-dessus?
D'après moi, la première préoccupation de l'étudiant haïtien est dans la qualité de l'enseignement qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il voudrait avoir des professeurs compétents, donnant un enseignement adéquat, avec des méthodes de travail et qui puissent répondre à ses besoins, comme par exemple des bibliothèques modernes, des laboratoires, etc. Donc vous êtes sévère et vous jugez l'enseignement qu'on vous donne. C'est-à-dire on ne juge pas, mais on voit ce qui pourrait l'améliorer et lui rendre plus efficace, le rendre plus efficace. Et vous, monsieur? Moi, j'abonne aussi un peu dans le sens de Mademoiselle Pierre-Noël, mais je place surtout un premier point, un premier lieu, et les conditions de fonctionnement de l'Université d'Haïti. Je serais pour une amélioration de ces conditions d'enseignement. Ouais, car l'évolution de la mission de l'université veut qu'elle change ses méthodes d'enseignement. Il faut qu'elle fasse un effort pour dispenser à l'élève, à l'étudiant alors, un savoir qui l'habilite à remplir efficacement son devoir de citoyen de demain, qui permette l'épanouissement d'une culture nationale orientée vers les besoins de la société. Merci. Et maintenant, je vais vous demander, mademoiselle, vous, qu'est-ce que vous cherchez à l'université? Qu'est-ce que vos études, à votre point de vue, vont vous apporter? D'abord, un perfectionnement de mes capacités intellectuelles, une meilleure formation de pensée me permettant une meilleure technique de travail et précisément les sciences sociales que j'étudie ayant pour objet l'humain, la connaissance des problèmes qui concernent l'humain et les moyens de les solutionner avec efficacité. Est-ce que c'est dans l'espoir, eh bien, à votre tour, un jour, d'essayer de résoudre ces nombreux problèmes qui se posent ici? C'est le but de tout homme qui... Est-ce que c'est pour vous le principal problème? C'est le principal problème? À l'université? En tant que haïtienne? Haïtienne, j'ai dit. Mais que si. C'est le principal problème. Oui. Vous, monsieur, je vous demandais, est-ce qu'il y a un patriotisme actuel que rencontrent les jeunes de notre âge? À mon avis, le patriotisme a toujours existé et il a toujours été très fort en Haïti. Ouais, dès même le début de l'existence de l'État haïtien, il s'est créé une sorte d'euphorie qui a favorisé l'établissement de ce patriotisme. Mais à l'heure actuelle, vous voyez, les jeunes ne veulent plus de ce patriotisme à caractère affectif qui caractérisait leurs aînés, ce patriotisme de panache qui s'exprimait dans de grands mots, qui parlait de grands sentiments. Mais nous voulons quelque chose de plus concret. Nous voulons baser notre patriotisme sur deux choses. Les besoins du pays, besoins de toute espèce, et d'autre part sur les possibilités du pays. Nous ne voulons pas importer chez nous sans aucune adaptation ce qui se fait en Europe, en Asie ou dans les autres pays d'Amérique. Nous voulons un patriotisme haïtien, c'est-à-dire qui voit ce dont a besoin Haïti et les moyens dont dispose Haïti pour répondre, pour satisfaire ses besoins. Et c'est dans ces deux termes que se résume notre patriotisme. Besoin haïtien, potentialité haïtienne. Nationalisme éclairé, donc. Et est-ce que dans l'ensemble, vous vous sentez optimiste quant à l'avenir du pays, monsieur? Le problème de l'optimisme, c'est comme vient de le dire mon camarade, c'est une question de préparation. En fait, c'est nous qui devons créer l'avenir et si nous étions pessimistes, cela coïnciderait avec une sorte de démission. C'est-à-dire que nous n'envisagerions pas les moyens de créer cet avenir auquel nous rêvons. Nous voulons un avenir heureux pour notre pays. Par conséquent, nous envisageons les moyens de créer cet avenir. Cela veut dire que nous sommes optimistes. Eh bien, ce sera le dernier mot pour aujourd'hui. Merci, messieurs, mesdemoiselles.